Un père milliardaire voit une serveuse noire nourrir son fils handicapé et change sa vie à jamais. Il suffit parfois d'un seul geste, un geste simple, presque invisible. Mais quand ce geste vient d'une inconnue et change à jamais la vie d'un homme parmi les plus puissants de France, alors ce n'est plus un hasard. C'est une vérité qu'on ne pourra jamais enterrer. Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire bouleversante, déchirante et pourtant bien réelle. Une histoire où les apparences s'effondrent, où l'amour surgit là où on ne l'attend pas, et où un père va enfin regarder son propre fils pour la première fois. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez. Je vous promets, ce que vous allez entendre, vous ne l'oublierez jamais. Il était 12h42 exactement ce mardi-là, quand Étienne Moreau entra dans la brasserie Le Parfum du Sud, en plein cœur de la presqu'île lyonnaise. L'air était lourd de conversations feutrées, de verres qui s'entrechoquaient et de nappes immaculées qui masquaient les petits drames du quotidien. Étienne portait un costume bleu nuit sur mesure, discret mais hors de prix, taillé à Savile Row, avec la rigueur de ceux qui n'ont jamais eu besoin de demander quoi que ce soit deux fois. À sa droite, dans un fauteuil roulant noir mat, se trouvait son fils, Louis. Le garçon avait 12 ans, mais ses yeux semblaient perdus dans un ailleurs inaccessible. Il ne parlait pas, ne riait pas, ne réagissait pas. Il vivait dans une bulle silencieuse, comme s'il n'avait jamais été invité à rejoindre le monde. Sa tête se balançait lentement au rythme de ses propres murmures, et ses mains tremblaient légèrement sur la table. Étienne, impassible, observait la salle avec la froideur d'un homme habitué à ce que l'univers se plie à sa volonté. Mais ce jour-là, l'univers se déchira. Louis, sans avertissement, poussa un cri strident. Il tapa sa cuillère contre l'assiette, renversa son verre et se mit à agiter les bras de façon désordonnée. Une onde de malaise traversa la salle. Les regards s'échangèrent. Certains firent semblant de ne rien voir. D'autres chuchotèrent. Un serveur s'approcha, mal à l'aise. Étienne, crispé, leva une main autoritaire. « Laissez, je gère. » Mais avant que qui que ce soit puisse intervenir, une jeune femme apparut. Elle portait le tablier noir de la brasserie, un fichu bleu noué autour de la tête et une grâce tranquille dans chacun de ses gestes. Elle se baissa à hauteur de Louis, sans un mot. Elle prit une cuillère, la trempa doucement dans la purée tiède, restée intacte, et la porta à la bouche du garçon. Il s'arrêta de crier. Il la regarda, les yeux écarquillés. Elle lui sourit avec une tendresse désarmante. « Doucement, mon cœur. Tu es en sécurité, » murmura-t-elle. Un silence dense s'installa dans toute la salle. Les conversations s'étaient éteintes. Même les couverts cessèrent de tinter. Étienne, figé, observait la scène, le souffle court. C'était comme si le temps venait de se figer. Il n'avait jamais vu son fils ainsi. Jamais. Louis attrapa maladroitement la main de la jeune femme et esquissa un sourire. Infime, fragile, mais réel. Ce sourire brisa quelque chose en Étienne. Il sentit un frisson lui remonter l'échine. Pas d'effroi, de reconnaissance, mais aussi, confusément, de honte. Il fixa la jeune femme. Elle ne le regardait pas. Elle était tout entière, tournée vers l'enfant. Ses gestes étaient sûrs, habitués, comme s'ils s'étaient déjà connus, comme si ce moment n'était pas une première fois. Alors qu'elle se relevait lentement, elle lança simplement « Il faut parfois plus qu'un nom de famille pour nourrir un enfant ». Et elle retourna vers la cuisine, laissant Étienne seul avec son fils, et une certitude grandissante. Cette femme n'était pas une étrangère, pas pour Louis, et peut-être pas pour lui non plus. Le reste du déjeuner se déroula dans un silence pesant. Louis, étonnamment calme, mangea presque tout ce qu'on lui présentait, sans cri, sans geste brusque. Étienne, lui, n'avait plus d'appétit. Il jetait de temps à autre un regard en direction de la cuisine, là où la silhouette de la jeune femme s'agitait entre les plats et les commandes, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était bel et bien produit, quelque chose de rare, de fragile et d'inexplicable. À la fin du service, Étienne demanda à parler à la serveuse. Le patron, surpris, hésita, puis acquiesça. Quelques instants plus tard, elle sortit de la cuisine en essuyant ses mains sur un torchon blanc, le fichu toujours en place, les yeux calmes. Elle s'arrêta à 1 mètre de lui, droite, sans soumission, sans arrogance non plus. Il la regarda longuement, comme s'il tentait de lire à travers elle. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il enfin. « Aïssata » répondit-elle simplement, la voix posée. « Vous avez une formation dans l'accompagnement d'enfants handicapés » ? « Non, monsieur. J'ai seulement appris à écouter. » Elle allait s'éloigner, mais il l'arrêta d'un geste de la main. Il glissa lentement une carte de visite sur la table. « J'aimerais vous embaucher. J'ai les moyens de vous offrir un poste stable, avec un salaire bien au-dessus de ce que vous gagnez ici. Vous avez un don et mon fils a besoin de ça. » Elle observa la carte, ne la toucha pas. « Votre fils a besoin de présence, pas d'un nouveau contrat. Il ne veut pas d'une employée. Il veut qu'on le voie. » Puis elle se tourna vers Louis, qui la regardait encore. Elle lui fit un petit signe, un clin d'œil tendre, puis recula,
lentement. Prenez soin de lui, pas comme on prend soin d'une statue dans un musée, comme on prend soin d'un cœur brisé. Étienne resta là, figé, la carte toujours sur la table. Quand il quitta la brasserie quelques minutes plus tard, le cœur serré, il se retourna une dernière fois. Aïssata n'était plus là. Ce soir-là, de retour dans son appartement haussmannien du 6e arrondissement, il revécut la scène 100 fois. Ce n'était pas seulement la douceur avec laquelle elle avait calmé Louis, c'était ce regard, ce ton, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait, comme si elle avait vu en lui ce que personne n'avait jamais osé lui montrer. Quand il se pencha pour enlever la veste de son fils avant le bain, une petite feuille pliée tomba de la poche intérieure du manteau de Louis. Un billet manuscrit. Il le déplia avec précaution. L'écriture était fine, élégante, presque scolaire. Un jour, vous devrez vous souvenir. Louis se souvient déjà. Signé d'un simple mot, Aïssata. Le papier trembla entre ses doigts. Une sensation étrange l'envahit, un mélange de vertige et d'angoisse. Elle savait, mais quoi? Étienne ne dormit presque pas cette nuit-là. Il se retourna dans ses draps en soie comme un homme traqué. Le billet d'Aïssata reposait sur sa table de chevet, comme un témoin silencieux de quelque chose d'oublié, ou pire, de volontairement effacé. Il l'avait relu au moins 30 fois. Louis se souvient déjà, mais se souvient de quoi? Et surtout, qui était-elle vraiment? Le lendemain matin, Étienne annula toutes ses réunions. Il donna instruction à son chauffeur de retourner au restaurant. Trouvez-la, offrez-lui ce qu'elle veut. Il me faut des réponses. 2 heures plus tard, le téléphone sonna. La voix du chauffeur hésitante. Monsieur, elle a quitté son poste, ce matin, sans prévenir. Quoi? Elle a juste laissé une enveloppe. Pour vous. L'enveloppe était simple, brune, sans adresse. Aucune inscription à l'extérieur, si ce n'est un petit mot griffonné au stylo bille. À remettre à Monsieur Moreau, personnel. Étienne l'ouvrit d'un geste sec, presque nerveux. À l'intérieur, une unique photo. C'était Louis, plus jeune, bien plus jeune. Un bébé aux joues rondes, aux yeux déjà un peu éteints. Il était dans les bras d'un homme noir. L'image était floue, visiblement prise à la hâte dans un couloir d'hôpital, à la lumière crue et maladroite. Mais ce qui figea Étienne, ce ne fut pas la photo en elle-même. Ce fut l'expression de cet homme. Un regard doux, une main protectrice autour de la nuque de l'enfant, un léger sourire mélancolique, une présence rassurante, un inconnu. Étienne n'avait aucun souvenir de cet homme, ni de cette scène. Et pourtant, c'était bien son fils. Cette photo n'était pas un montage. Il en était sûr, un frisson glacé le parcourut. Quelque chose lui échappait, quelque chose de grave. Étienne, l'homme qui connaissait chaque clause de ses contrats, chaque recoin de ses immeubles, se retrouvait soudain ignorant d'un chapitre entier de sa propre histoire. Il se tourna vers son majordome, un vieil homme discret, au service de la famille depuis plus de 20 ans. « Claude, est-ce que tu as déjà vu cet homme ?» dit-il en lui tendant la photo. Claude prit le cliché, ajusta ses lunettes, observa longuement. Puis, d'une voix basse, « Il me semble que oui, monsieur. Il travaillait à l'hôpital Necker, lors de l'hospitalisation de jeune maître Louis, peu après sa naissance. C'était un aide-soignant, ou peut-être un infirmier. Il passait beaucoup de temps auprès de l'enfant. On disait qu'il avait un lien particulier avec lui. Comment ça, un lien particulier? Ce n'était qu'un employé. Claude se racla la gorge. Sauf votre respect, monsieur. Il venait même les week-ends, et parfois, il restait plus longtemps que son service. Il parlait à Louis, lui chantait des chansons. À l'époque, vous étiez rarement là. Ces mots, prononcés sans jugement mais sans détour, frappèrent Étienne comme une gifle. Il détourna le regard, incapable de répondre. Plus tard dans la journée, il appela un ancien contact du ministère de la Santé. En quelques heures, il obtint un nom. Oumar Diop, né au Sénégal, infirmier diplômé, affecté au service de néonatologie de l'hôpital Necker de 2009 à 2014. A quitté son poste après une plainte déposée par la direction. Dossier classé. Raison du départ, comportement inapproprié, attachement excessif à un patient. Aucune autre précision. Il y avait là quelque chose de tordu, de sale. Étienne le sentait dans ses tripes. Le soir venu, tandis que Louis s'endormait calmement pour la première fois depuis des jours, Étienne resta devant la fenêtre, la photo à la main, le regard perdu sur les toits parisiens. Un homme avait tenu son fils dans ses bras, un homme que Louis n'avait jamais oublié, un homme dont il ne connaissait même pas l'existence. Et ce nom, Oumar, résonnait désormais comme une faille dans son monde parfaitement construit. Le lendemain matin, Paris s'éveillait sous un ciel bas et blanc, comme recouvert d'un linge humide. Étienne Moreau, lui, n'avait pas dormi. L'enveloppe, la photo, le nom d'Oumar, tout tournait en boucle dans son esprit. Il savait lire entre les lignes. Ce départ discret de l'hôpital, ce motif vague de comportement inapproprié, cette disparition sans suite, tout cela sentait le coup monter, les magouilles administratives, les scandales étouffés, une spécialité dans les milieux où il évoluait. Il recontacta son ami du ministère, un certain Dubois,
ancien énarque un peu veule, mais toujours friand de faveurs mutuelles. Étienne ne mâcha pas ses mots. « Je veux le dossier complet d'Oumar Diop, pas ce qui figure dans le système. Je veux ce qu'ils ont effacé. » Dubois hésita. « Étienne, ce type a été écarté il y a 10 ans. Pourquoi ressasser cette histoire? Tu veux pas plutôt que je veux tout, et je le veux aujourd'hui. » En fin d'après-midi, un coursier livra un dossier cartonné, épais, scellé avec une bande rouge. Sur la couverture, confidentiel, affaire Oumar Diop, hôpital Necker, 2013. Étienne l'ouvrit lentement, ses doigts tremblant légèrement. Les premières pages étaient des rapports classiques. Date de présence, appréciation positive, félicitations de la direction. Mais à partir de mai 2013, le ton changeait brusquement. Une plainte fut déposée par un médecin-chef. Le motif, attachement émotionnel inapproprié à un patient mineur, visite hors horaire autorisée, contact physique prolongé. Étienne lut la phrase 3 fois. Puis ses yeux s'arrêtèrent sur une annotation manuscrite en marge. Présence répétée auprès de L. Moreau, fils du mécène principal. Risque d'embarras médiatique si la presse s'en empare. Son sang se glaça. Son nom, là, en toutes lettres, Étienne Moreau. Non pas comme père, mais comme mécène. Il tourna les pages à la hâte. Un mémo interne, daté de juin 2013, évoquait la nécessité de protéger l'image de la Fondation Moreau, qui finançait alors une aile entière de l'hôpital. Il y était écrit « Proposer une rupture de contrat à l'amiable à M. Diop. En cas de refus, engager une procédure disciplinaire pour harcèlement affectif. » Ce n'était pas un licenciement. C'était un étouffement pur et simple. Un homme qu'on avait effacé, rayé, jeté pour éviter un risque de confusion entre l'hôpital et les affaires personnelles du donateur. Étienne sentit une brûlure monter dans sa gorge. Il referma brutalement le dossier, incapable de lire davantage. Il sortit sur la terrasse de son appartement, face à la Seine. Le vent lui mordait le visage. Pendant des années, il s'était convaincu qu'il faisait ce qu'il fallait, donner, bâtir, soigner, à distance. Mais au cœur de cette façade philanthropique, il y avait un trou béant, son propre fils. Un homme, inconnu de lui, avait tenu Louis dans ses bras, l'avait aimé visiblement. Et lui, Étienne, avait financé son éviction sans même le savoir. Il resta là, les mains posées sur la rambarde froide, jusqu'à ce que la nuit tombe complètement sur Paris. Il ne savait plus s'il avait envie de retrouver Oumar ou de lui demander pardon. Le samedi suivant, le ciel de Villeurbanne s'était chargé d'un gris dense, presque métallique. La pluie fine tombait en silence, glissant le long des vitres comme les larmes d'un enfant qu'on aurait oublié. Étienne Moreau roulait dans les rues étroites d'un quartier qu'il n'aurait jamais daigné traverser quelques mois auparavant. Le GPS indiquait rue des Glycines, numéro 17. Pas de digicode, pas de portier, juste un immeuble fatigué avec un escalier en colimaçon rongé par le temps. Il coupa le moteur, jeta un regard à Louis, endormi à l'arrière, paisible pour une fois, le visage doux, détendu. Une couverture en laine bleue couvrait ses jambes. Étienne sortit, ferma la portière doucement, monta les marches lentement, comme s'il gravissait une cathédrale intérieure. Il frappa une fois, puis une seconde. Le bois de la porte vibra sous ses phalanges. Un bruit de pas, une chaîne qu'on retire, et la porte s'ouvrit. Elle était là, Aïssata, pas en uniforme. Juste un pull ample, un jean usé, les cheveux noués en chignon flou. Son regard fut d'abord surpris, puis fermé. Elle ne dit rien. Étienne, lui, resta figé, presque maladroit. Ce qu'il avait à dire semblait s'être noyé dans sa gorge. « Il est là », murmura-t-il. « Il a besoin de vous. » Elle plissa les yeux, comme si elle cherchait à comprendre où il voulait en venir. Puis, sans un mot, elle ouvrit plus grand la porte. Étienne hésita et entra. L'odeur du thé à la menthe flottait dans l'air. Un chat dormait sur une couverture. Des livres, des photos, des souvenirs trônèrent sur les étagères. C'était un autre monde. Un monde vécu, aimé, construit sans argent. Au bout du couloir, une voix grave et douce s'éleva. « Aïssata, c'est qui ?» Il apparut, grand, mince, les tempes grisonnantes, les yeux fatigués mais profonds. Oumar Diop. Il s'arrêta net en voyant Étienne. Le silence entre eux devint presque physique, comme un mur dressé par des années de douleur comprimée. Oumar fixa l'homme qui avait jadis contribué à sa disparition. Étienne ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Puis, un bruit derrière lui, des roues sur le carrelage. Louis, dans son fauteuil, venait d'être poussé à l'intérieur. Il regardait autour de lui, visiblement désorienté, mais sans peur. Et soudain, il le vit, Oumar. Le garçon tendit lentement le bras, une main tremblante, un souffle hésitant. Pas, un murmure, presque un soupir, mais un mot. Le premier mot clair que Louis prononçait depuis des mois. Oumar tomba à genoux. Les larmes coulaient déjà, sans honte, sans retenue. Étienne, lui, resta debout, brisé de l'intérieur,
regardant son fils tendre la main vers l'homme qu'il appelait père, un homme que lui-même avait effacé. Et dans cette pièce trop étroite pour tant d'émotions, un souffle de vérité déchira le passé. Le silence qui suivit ce mot était plus fort que tous les cris, plus dense que la pluie sur les vitres, plus réel que l'or des montres ou le marbre des halls d'immeubles. Louis tenait toujours la main d'Oumar, comme s'il avait enfin retrouvé un fragment oublié de lui-même. Oumar, les genoux au sol, pleurait sans bruit. Aïssata observait la scène, les lèvres serrées, le cœur suspendu. Étienne, debout, foudroyé, semblait n'avoir plus d'ossature. Ce moment, il n'y avait aucune préparation possible pour cela. « Il ne m'a jamais appelé comme ça », murmura Étienne, les yeux dans le vide. Oumar se releva lentement, tenant toujours la main de l'enfant, puis la relâcha avec douceur. Il se tourna vers Étienne, les traits tirés, mais la voix calme. « Il me reconnaît, je ne m'y attendais pas, mais il m'a reconnu. Pourquoi? Pourquoi vous? Pourquoi mon fils se souvient de vous et pas de moi ?» Oumar hésita, puis il posa une main sur la table basse, là où une vieille tasse de thé refroidissait. Son regard se perdit un instant, parce que j'étais là, tous les jours. Quand il avait de la fièvre, quand il pleurait la nuit, quand les autres l'appelaient le Camoro, moi, je l'appelais Louis. Je lui racontais des histoires, je lui chantais des berceuses wolof, je le portais quand il convulsait. Et vous? Vous n'étiez pas là? Les mots furent posés, sans violence, mais tranchants comme des éclats de verre. Vous croyez qu'un enfant comme lui n'enregistre pas? Vous pensez qu'il ne comprend pas l'absence, la chaleur, le rythme d'une voix? Étienne recula d'un pas, comme frappé au ventre. J'ai payé les meilleurs soins. J'ai financé les recherches, les spécialistes. Oui, vous avez payé, mais vous n'étiez pas là. Un silence terrible. Aïssata s'assit à côté de Louis, essuya doucement un peu de salive au coin de ses lèvres, comme elle l'aurait fait pour un frère. Mon père ne m'a jamais dit pourquoi il avait quitté son poste. Pas en détail. Il disait juste que la vérité n'avait pas sa place dans les grandes maisons. C'est moi qui ai trouvé le courrier d'expulsion. C'est moi qui ai vu les documents. Il a été sacrifié pour que votre nom reste propre. Ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre. Non, mais c'est votre empire qui a balayé sa vie. Vous étiez trop puissant pour voir ce que vous écrasiez sous vos pieds. Étienne sentit sa gorge se nouer. La honte, lente, insidieuse, s'infiltrait partout. Puis Oumar s'assit à son tour, épuisé. « Je ne veux pas vous le prendre. Il a besoin de vous aussi. Je ne veux pas d'un procès, ni de vengeance. Je voulais juste m'assurer qu'il allait bien, qu'il était aimé, vraiment. » Louis tourna la tête vers lui, et dans son regard, il n'y avait pas de confusion, juste de la paix. Mais vous devez savoir la vérité, pour lui, pour vous, et surtout, pour ne pas recommencer. Le soleil perçait doucement à travers les rideaux lourds. Étienne posa enfin les yeux sur son fils, pas comme un père qui observe un héritier, mais comme un homme qui découvre un enfant. Il murmura, à peine audible, « J'aimerais tout recommencer. » Et personne dans la pièce ne sut s'il parlait de sa relation avec Louis ou de toute sa vie. 3 jours plus tard, dans son bureau de verre dominant la place Vendôme, Étienne Moreau feuilletait un autre type de document. Pas un contrat, pas une fusion d'entreprise, un dossier médical, ou plutôt une version officieuse, transmise en toute discrétion par un contact au sein de l'hôpital Necker. Un rapport confidentiel, jamais publié, jamais signé, rangé dans un tiroir que personne n'était censé rouvrir. Chaque page le rapprochait un peu plus d'un abîme. On y parlait d'incidents négligés, d'un médecin-chef, aujourd'hui à la retraite, qui avait administré une dose trop forte de sédatifs à Louis, alors âgé de 8 mois, d'une absence de suivi, de l'étouffement discret d'une crise respiratoire, passé inaperçu, et surtout d'un certain Oumar Diop, aide-soignant, qui avait osé signaler les faits à la hiérarchie, photo à l'appui, qui avait exigé une enquête interne. Étienne sentit un frisson lui parcourir la nuque en lisant la suite. Le rapport montrait comment la plainte d'Oumar avait été effacée. Mieux, comment le service juridique de Moreau Capital, à l'époque en pleine négociation de mécénat avec l'hôpital, avait aidé à la résolution du conflit pour préserver la réputation des deux parties. En d'autres termes, Étienne avait payé ou laissé faire pour que le silence s'installe. Il ferma les yeux. Un poids lui écrasa la poitrine. Louis aurait pu mourir. Et le seul homme qui avait tenté de le sauver avait été réduit au silence par son propre argent. Il ouvrit un tiroir de son bureau, en sortit une bouteille de cognac vieille de 50 ans. Il en versa un doigt dans un verre de cristal. Il n'avait jamais bu seul, jamais en journée. Ce jour-là, il ne trembla même pas. 1 heure plus tard, il était assis sur le canapé du salon de son appartement. Louis regardait un dessin animé sans vraiment y prêter attention. Étienne, les coudes sur les genoux, le regardait longuement. Il prit une grande inspiration. « Louis, tu te souviens de l'homme chez Aïssata ?» Le garçon tourna la tête, puis hocha doucement. « Tu veux le revoir ?» Louis tendit la main vers la photo que son père tenait entre les doigts. Celle d'Oumar et lui, bébé. Étienne comprit. Le lendemain, il retourna chez Aïssata. Cette fois, sans chauffeur. Il avait retiré sa montre,
son costume, il avait l'air plus vieux, plus nu. Il tenait dans sa main le dossier imprimé. Oumar ouvrit la porte. Il vit l'épaisseur du dossier. Il vit surtout le regard vide d'Étienne. « J'ai tout lu », murmura ce dernier. « Chaque ligne. Je suis venu te demander pardon. » Oumar ne répondit pas. Il recula légèrement, laissant la porte entr'ouverte. « Entre, ce n'est pas moi que tu dois convaincre. » Sur la table du salon, une photo de Louis en train de rire, entre deux crayons de couleur. Le dossier fut posé à côté. Le passé, enfin, mis en lumière. Il ne restait plus qu'à affronter la suite. La vérité, dans les milieux qu'Étienne fréquentait, n'était pas une vertu, c'était une menace, un élément imprévisible, sauvage, indomptable. Et pourtant, il décida de la libérer. 2 semaines après sa visite chez Oumar, un journaliste indépendant publia un article choc sur un blog d'investigation peu connu, mais redoutablement respecté. Silence hospitalier. Comment l'Empire Moreau a étouffé un lanceur d'alerte pour protéger son image. Le texte, fouillé, détaillé, recoupé, s'appuyait sur le dossier qu'Étienne avait transmis de son plein gré. Il ne s'y cachait pas. Son nom y apparaissait, ses responsabilités aussi. Il y parlait de sa complicité passive, de son aveuglement d'homme trop riche pour regarder en bas. Le journaliste avait refusé de l'épargner. Étienne avait insisté. « Écrivez tout. S'ils doivent me haïr, qu'ils me haïssent pour la vérité. » Le scandale fut immédiat. En quelques heures, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les chaînes d'infos reprirent l'affaire, l'élargissant au débat sur les mécènes dans les institutions publiques. Les mots « Moreau »,« hôpital »,« enfants handicapés », soignants sacrifiés, se mêlaient dans un chaos médiatique. Des manifestants se réunirent devant le siège de Moreau Capital avec des pancartes. L'argent ne soigne pas tout. Des parents d'enfants malades partagèrent leurs témoignages. La colère enfla. Dans l'œil du cyclone, Étienne ne broncha pas. Il annula tous ses rendez-vous, tous ses voyages. Il refusa les demandes d'interview. Il avait décidé de parler une seule fois, dans un seul lieu. Il convoqua une conférence de presse, pas dans une salle dorée, pas dans un palace, dans l'amphithéâtre d'une école de soins infirmiers à Nanterre. Le choix fit grincer des dents, mais il s'en fichait. Devant des caméras du monde entier, il monta sur l'estrade, sans notes, sans pupitre, et il parla. « Mon nom est Étienne Moreau. Pendant des années, j'ai cru que donner de l'argent suffisait à me rendre utile, que mon absence pouvait être comblée par des chèques. Mais un homme que je ne connaissais même pas a fait pour mon fils ce que moi, son propre père, n'ai jamais su faire, l'aimer. » Il marqua une pause. Personne ne respirait. J'ai voulu sauver la façade, protéger mon nom. En réalité, j'ai trahi mon fils et j'ai détruit la vie d'un homme innocent. Ce n'est pas l'hôpital qui doit être blâmé, c'est moi. Les journalistes ne posèrent pas de questions. Certains baissèrent les yeux. Le lendemain, les grands titres changèrent de ton. Ce n'était plus le monstre capitaliste, mais le père en quête de rédemption. Pendant ce temps, dans le petit appartement de Villeurbanne, Oumar regardait la conférence sur une vieille télévision. Aïssata, assise à côté de lui, ne disait rien. À la fin du discours, Oumar murmura « C'est trop tard » et Aïssata répondit « Pas pour Louis, jamais pour lui ». Le temps semblait s'être ralenti depuis le scandale. Étienne avait tout mis en pause, ses affaires, ses voyages, ses mondanités. Il ne répondait plus qu'à 2 appels, celui de Louis et celui de son propre silence intérieur. Désormais, chaque jour, il prenait le petit déjeuner avec son fils, tentait de lui lire quelques pages, même quand le garçon ne répondait pas. Il essayait de rattraper, sans savoir s'il y avait encore quelque chose à rattraper. Mais c'est à l'école que la prochaine fissure apparut. Un mardi matin, Louis rentra avec l'avant-bras marqué de petites ecchymoses, une trace rouge sur la joue et le regard fuyant. Étienne s'agenouilla devant lui, alarmé. « Qu'est-ce qu'il s'est passé, Louis ? Tu t'es fait mal ? Tu veux que je t'aide ?» Le garçon ne répondit pas. Il recula, refermé. Le silence était plus lourd que jamais. Le directeur de l'établissement, contacté dans l'heure, resta vague. « Les enfants peuvent être maladroits, monsieur Moreau. Louis est différent. Ce n'est pas toujours facile pour les autres. Vous comprenez, n'est-ce pas ?» Mais non, Étienne ne comprenait pas. Il sentit la rage sourdre, pure, viscérale. Personne ne touchait à son fils. Personne. Le lendemain, il revint avec un avocat et une menace de plainte. Le directeur devint tout à coup très coopératif. Il évoqua des ajustements, des discussions pédagogiques, des réunions à venir. Mais au fond de lui, Étienne savait, cela ne suffirait pas. La blessure ne se réparait pas par des protocoles. Elle exigeait un autre regard, une autre présence. Ce soir-là, il appela Oumar. Sa voix était basse, presque tendu. Il s'est fait frapper à l'école. Je ne sais pas comment le protéger. Je veux porter plainte, médiatiser ça. Au bout du fil, le silence. Puis Oumar répondit calmement. Si tu fais ça, il deviendra le fils du milliardaire agressé. Il ne sera plus Louis. Il sera une affaire de plus. Il a besoin qu'on l'écoute,
pas qu'on le transforme en dossier. Étienne explosa. Et tu proposes quoi? Qu'on se taise? Encore? Je propose qu'on lui parle, qu'on l'observe, qu'on l'entoure, et qu'on apprenne à le connaître. Tu veux le défendre, mais tu ne le connais pas encore. Et toi, si c'est ça, un silence plus tranchant que n'importe quelle insulte. Oui, dit Oumar. Moi, je le connais, pas parce que je suis meilleur que toi, mais parce que j'ai été là, longtemps, en silence. Étienne serra le téléphone, les jointures blanchies. Aïssata, qui avait écouté la conversation de loin, s'approcha doucement de son père, après qu'il ait raccroché. Elle murmura, lasse mais lucide. Vous êtes 2 hommes à vous battre pour le même enfant, mais aucun de vous ne l'écoute vraiment. Vous voulez chacun avoir raison, mais lui, ce qu'il veut, c'est que vous soyez là, ensemble, pas en guerre. Oumar baissa la tête. Elle avait raison. Et peut-être, pensa-t-il, que le vrai combat n'était pas contre l'école, ni contre les médias, mais contre leurs propres égaux. Ceux qui avaient, chacun à leur manière, gardé Louis, enfermé dans un monde qu'il n'avait pas choisi. Quelques jours plus tard, dans l'appartement modeste de Villeurbanne, Aïssata faisait le tri dans une vieille valise en cuir. Elle contenait les affaires de sa grand-mère, décédée 1 an plus tôt, une femme silencieuse, discrète, qui avait élevé Aïssata comme sa propre fille. Au fond d'une enveloppe jaunie par les années, glissée entre des carnets de prières et un foulard de soie, elle découvrit une lettre. Elle l'ouvrit sans hâte, sans savoir ce qu'elle allait y trouver. L'écriture était élégante, posée, presque tremblant. En haut de la page, une date, 17 novembre 2011. Et un nom en bas de la page, Claire Moreau, la mère de Louis, l'épouse d'Étienne, décédée peu après la naissance de leur fils d'une hémorragie foudroyante. Une femme que personne ne mentionnait plus, comme si elle aussi avait été effacée par la douleur et les années. Aïssata lut, d'abord pour elle-même, puis relut, à voix basse. Son cœur se serra. À qui lira cette lettre? Je ne sais pas si mon fils Louis connaîtra un jour la chaleur des bras de son père. Étienne est un homme puissant, bon à sa manière, mais déconnecté de tout ce qui ne se mesure pas en chiffres. Je ne le blâme pas. Il a appris à survivre dans un monde qui n'autorise pas les larmes. Mais moi, je sais que Louis aura besoin d'autre chose. J'ai vu dans les yeux de cet aide-soignant, Oumar, une lumière que je n'avais vue chez aucun médecin. Une douceur, une patience, une forme d'amour. J'ai confiance en lui, plus qu'en n'importe qui. C'est pour cela que je lui ai demandé, en secret, de rester près de Louis, de lui parler, de l'aimer s'il le peut. Si cette lettre existe encore un jour, c'est que la vérité cherche à refaire surface, et qu'il est peut-être temps que Louis sache qu'il a toujours été aimé, même dans l'ombre. Aïssata resta figée. Le papier tremblait entre ses doigts. Elle sentait sa gorge nouée, comme si elle avait été prise dans un souffle invisible. Elle savait ce qu'il fallait faire. Le soir même, elle appela Étienne. Il décrocha d'une voix fatiguée, presque lasse. « Je dois vous montrer quelque chose. Venez, seul. » Étienne arriva au petit appartement peu avant 22 heures. Il entra sans un mot et s'assit. Oumar était là, en retrait, bras croisés, méfiant. Aïssata tendit la lettre, pliée en 2. Étienne reconnut l'écriture au premier regard. Il devint livide. Il prit une longue minute avant de commencer à lire. À mesure que ses yeux parcouraient les lignes, ses mains tremblaient. Une larme solitaire roula sur sa joue. Il relut, encore et encore. Puis il la posa sur ses genoux, les paumes ouvertes. Sa voix était brisée. « Elle ne m'en a jamais parlé. Elle ne m'a rien dit. Peut-être qu'elle savait que vous n'étiez pas prêt, » dit doucement Aïssata. « Mais maintenant, vous l'êtes. » Oumar s'approcha. Étienne se leva. Les 2 hommes se regardèrent longuement. Il n'y avait plus de colère, plus de guerre. Seulement 2 pères, debout, fatigués, avec un enfant entre eux. Étienne tendit la lettre à Oumar. « Elle a vu en vous ce que je n'ai jamais su voir. Je vous dois plus que des excuses. Je vous dois, Louis. » Et pour la première fois, Oumar ne recula pas. Il tendit la main. Étienne la serra. Louis avait eu une mère qui avait tout prévu. Il avait eu 2 pères, l'un de sang, l'autre de cœur. Et enfin, ils se tenaient là, ensemble. L'hiver s'installait doucement sur Paris. Les feuilles mortes s'accumulaient dans les ruelles du 7e arrondissement et le ciel, toujours pâle, semblait hésiter entre la pluie et la neige. Dans cet entre-deux, un silence nouveau régnait dans la vie d'Étienne. Ce n'était plus celui de la solitude, ni celui du mépris feutré des puissants, mais un silence fertile, celui de l'écoute, du recul, d'une paix fragile qu'on ne trouve qu'après avoir tout perdu, sauf l'essentiel. Il avait vendu une de ses sociétés, pas la plus petite, une holding immobilière, estimée à près de 170 millions d'euros. Une décision annoncée dans une note sobre, sans conférence de presse, sans mise en scène. Ce n'était pas un acte stratégique, c'était un choix humain. Avec cet argent, il lança la création d'un centre. Pas une clinique privée pour enfants favorisés, mais un centre gratuit de soins et d'accompagnement pour enfants porteurs de handicap neurologique. Un lieu où chaque famille aurait accès à un suivi complet, respectueux
et profondément humain. Il le nomma Centre Louis, en hommage à celui qui, sans dire un mot, avait tout bouleversé. Il demanda à Oumar de le diriger. L'homme hésita longtemps. Il avait refusé tant d'offres, fui tant de postes prestigieux pour rester fidèle à sa manière de soigner. Sans hiérarchie, sans costume, sans ego. Mais cette fois, ce n'était pas une promotion, c'était une reconnaissance. Une invitation à bâtir ce qu'on lui avait autrefois refusé. Il accepta. Le jour de l'inauguration, le Centre Louis ouvrit ses portes dans un ancien bâtiment industriel rénové à Montreuil, baigné de lumière, de couleurs douces et de rires d'enfants. Il n'y avait pas de journaliste, pas de tapis rouge, pas de coupe de champagne. Il y avait Louis, habillé d'un petit costume gris, une cravate un peu de travers, les cheveux soigneusement coiffés par Aïssata. Entre ses deux mains, il tenait celle d'Étienne et d'Oumar. À sa manière, il souriait. Son regard était calme, serein. Le maire, ému, appela le garçon pour couper le ruban. Louis, lentement, leva les ciseaux dorés. Puis, dans un effort qui fit trembler l'assistance, il prononça, d'une voix douce mais claire, « Mes deux papas ». Un souffle parcourut la foule. Certains retinrent leurs larmes, d'autres n'y parvinrent pas. Oumar ferma les yeux. Étienne serra doucement la main de son fils. Le ruban tomba, et dans cette chute silencieuse, c'était tout le poids des années de mensonges, d'absence et de douleur qui s'effaçait. Un nouveau chapitre commençait. Pas un conte de fées, pas une fin heureuse, mais une vérité partagée et une promesse, celle de ne plus jamais abandonner. Les mois passèrent, et le Centre Louis devint bien plus qu'un établissement médical. Il devint un refuge, un laboratoire d'humanité, un lieu de réparation pour les corps fragiles, mais surtout pour les liens brisés. Les familles y venaient de toute la France, parfois même d'au-delà, non pas pour chercher des miracles, mais pour trouver des gens qui comprenaient, qui regardèrent leurs enfants comme des personnes, pas comme des pathologies. Louis, lui, poursuivait sa lente mais lumineuse évolution. Il apprenait à communiquer à sa manière, par les gestes, les sons, les regards et surtout par la présence. Sa simple présence devenait une langue à part entière, une présence qui réunissait. Chaque matin, Étienne venait le déposer. Il passait dans le jardin sensoriel du centre, s'arrêtait un instant devant la sculpture de bois au nom gravé « Centre Louis » pour ceux qu'on n'a pas su écouter à temps. Il caressait machinalement la surface rugueuse, comme pour se rappeler chaque jour de ne jamais oublier. Puis il regardait son fils franchir la porte, accompagné d'Oumar ou d'un éducateur, avec confiance. Mais ce fut un jour d'automne, alors que les feuilles orangées tapissèrent la cour, qu'un événement inattendu bouleversa à nouveau leur équilibre. Un éditeur parisien contacta Aïssata. Il voulait publier un recueil de lettres retrouvées de femmes disparues trop tôt. Un projet poétique et social, construit autour de textes jamais destinés à être lus. L'histoire de la lettre de Claire Moreau, révélée dans un article de blog, avait ému l'équipe éditoriale. Il voulait en faire le texte central du recueil. Étienne fut d'abord réticent. Publier cette lettre, c'était exposer ce qui avait été intime, sacré, presque trop fragile pour le monde extérieur. Mais Oumar, assis en face de lui dans le bureau du centre, le regarda longuement. « Elle t'a laissé cette lettre pour qu'un jour, tu lises ce qu'elle n'a jamais pu dire. Peut-être que d'autres pères ont aussi besoin de l'entendre. » Étienne hocha la tête. Il comprit. Le livre fut publié sous le titre « Lettres pour ceux qui restent ». Il devint un succès inattendu. Dans une société pressée, saturée de chiffres et de nouvelles vides, ces mots écrits dans la douleur touchaient au cœur. La lettre de Claire, au centre du recueil, fut lue à la radio, traduite, partagée sur les réseaux sociaux. Et toujours, à la dernière page, une dédicace discrète, à ceux qui aiment sans bruit, à ceux qui protègent dans l'ombre, à ceux qui restent debout, même effacés, à Louis, pour qui l'amour a deux voix. Un matin, Louis s'assit dans l'herbe mouillée du jardin du centre. Il avait devant lui le livre, ouvert à la page de la lettre. Il ne savait pas lire, pas encore, mais il caressait doucement le papier, comme s'il en devinait le poids. Étienne le regardait de loin, un gobelet de café à la main. Oumar, debout à côté de lui, les bras croisés, observait la scène. « Tu crois qu'il comprendra un jour ?» demanda Étienne. « Il comprend déjà », répondit Oumar. Il n'a jamais eu besoin de mots. Il a toujours su ce que c'est, être aimé. Le silence retomba. Un silence plein cette fois. Un silence riche, habité, doux comme une chanson qu'on n'a plus besoin d'entendre pour en connaître la mélodie. Louis se leva, tourna la tête vers eux et dans un sourire timide, murmura « Merci ». Le mot s'envola dans l'air d'automne, emportant avec lui des années de douleur, de colère et d'incompréhension. Et dans cet instant suspendu, chacun comprit que le vrai héritage n'était pas fait de fortune ni de noms gravés sur des bâtiments. Le vrai héritage était d'avoir appris à aimer en silence, mais pleinement. Parfois, les plus grandes révélations de la vie ne viennent pas avec des cris ni des drames, mais avec un simple regard, un geste oublié,
une main tendue. Et si ce milliardaire n'avait jamais posé les yeux sur cette serveuse? Et si son fils n'avait jamais souri ce jour-là? Combien de vérités continueraient à dormir dans le silence, faute d'avoir été vues? Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous eu le courage d'affronter votre propre passé, d'écouter ce que le silence essayait de vous dire depuis si longtemps? Parce que parfois, aimer, c'est désapprendre, c'est reconnaître qu'on s'est trompé et c'est oser tout reconstruire autrement. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, dites-nous d'où vous regardez. Merci de faire vivre ces récits avec nous.